Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour continuer ce deuxième chapitre de la protozoologie médicale et vétérinaire des ruminants. Après avoir traité des parasites infectant le tube digestif et des hémoparasites, on passe maintenant à une autre sous-catégorie de protozooses. On cite notamment la famille des Sarcocystidés. On va démarrer cette partie en traitant la toxoplasmose. La toxoplasmose est une anthropozoonose cosmopolite due à une coccidie qui est Toxoplasma gondii. Ce protozoaire a été découvert pour la première fois en Tunisie en 1907, chez un rongeur du désert. C'est une maladie qui a un grand impact médical, sanitaire et économique. En effet, sur le plan hygiénique, la toxoplasmose est une zoonose. Elle touche de nombreuses espèces de mammifères, domestiques et sauvages. Elle est qualifiée comme étant une maladie abortive des petits ruminants, avec peu d'incidence chez les bovins. La toxoplasmose est une parasitose qui est causée par Toxoplasma gondii. C'est un sporozoaire intracellulaire qui prend trois formes. Tout d'abord la forme végétative ou le tachyzoïde, qui se présente sous une forme d'arc de 5 à 10 micromètres. Cette forme se multiplie dans les cellules de la lignée blanche chez l'hôte. Les tachyzoïdes sont les formes parasites à l'origine des lésions cliniques. La deuxième forme est celle du kyste. Le kyste est sphérique ou ovoïde et mesure jusqu'à 70 micromètres. Il résulte de nombreuses multiplications d'une forme végétative qui a colonisé une cellule hôte. Le kyste contient plusieurs centaines ou milliers de bradyzoïdes, qui est une autre forme, et qui est la forme à division lente, et qui est non pathogène. Les kystes sont principalement localisés dans les tissus nerveux et les muscles, et représentent la principale forme de la dissémination du parasite. Ils entretiennent l'immunité de l'hôte immunocompétent. On observe ici notamment la forme de kyste avec un kyste qui contient plusieurs bradyzoïdes. Le cycle de Toxoplasma gondii comporte une multiplication qui est asexuée avec les tachyzoïdes qui infectent les macrophages puis bradyzoïdes dans les kystes. Ceci s'effectue dans différents tissus de l'hôte intermédiaire qui sont les petits ruminants dans notre cas. Et un cycle sexué dans l'épithélium digestif du chat avec notamment une mérogonie dans les cellules épithéliales, puis la formation d'oocystes après gamétogonie. Enfin, suit l'élimination des oocystes dans leur matière fécale. Après sporulation dans l'environnement, on y retrouve des sporozoïdes infectieux. L'infection de l'hôte intermédiaire, qui est le ruminant, a lieu par ingestion d'oocystes sporulés. C'est une contamination qui est orofécale. Une particularité du toxoplasme est la possibilité de transmission par carnivorisme entre hôtes intermédiaires, notamment la souris et les rongeurs qui sont des hôtes intermédiaires et qui peuvent être consommés par le chat. Pour ce qui est de l'épidémiologie de la toxoplasmose, on va citer les principaux modes de transmission. Tout d'abord, l'ingestion d'oocystes, rejetés dans les défections de chat par l'hôte intermédiaire dans l'eau ou dans les aliments. Chez le chat ou les hôtes intermédiaires omnivores, la contamination peut se faire par consommation de viande contaminée. La voie transplacentaire est aussi importante et cause la forme congénitale de la maladie. Donc, on va traiter la forme congénitale de la maladie qui est la toxoplasmose congénitale. La transmission materno-fœtale transplacentaire joue un rôle primordial dans le risque encouru par le futur. La contamination placentaire n'est possible que pendant la phase parasitémique de la mère. Et si le placenta est intact, la transmission ne peut théoriquement pas avoir lieu. La barrière placentaire est très efficace en début de grossesse, ce qui explique le fait que le risque de transmission augmente avec l'âge de celle-ci. Par contre, la gravité des lésions chez le fœtus infecté évolue de façon inverse. Les lésions graves sont retrouvées lors des infections du début de la grossesse. Donc, en cas de début de la grossesse, la barrière placentaire est très résistante et si infection il y a, et si il y a passage de la barrière placentaire, les symptômes sont très graves chez le fœtus et généralement on a une mort embryonnaire. Alors que si l'infection est tardive, la barrière est logiquement moins efficace. Donc il y a plus de probabilité d'avoir cette infection. Mais les lésions chez le fœtus peuvent être moins graves et il peut survivre. Donc, sauf dans des cas très rares, la contamination placentaire ne peut arriver qu'en phase parasitémique chez la mère. Et si la barrière placentaire est intacte, l'infection est en théorie impossible et occure très très rarement. Chez les ruminants, la toxoplasmose constitue la grande majorité des cas. Elle est notamment la deuxième maladie abortive chez les ruminants après la chlamydiose. Si l'infection a lieu en début de gestation, le taux d'anticorps est élevé par rapport à la normale. Si l'infection est tardive, il y a plusieurs possibilités.
Le fœtus peut mourir asphyxié parce qu'une réaction inflammatoire fœtale s'est induite. Une autre possibilité est que le nouveau-né reste vivant, mais présente des signes de méningoencéphalite avec une incoordination motrice, voire une totale paralysie. Chez l'adulte, notamment la mère, l'infection clinique n'est pas présente. La mère n'est pas cliniquement atteinte par la maladie. L'avortement peut avoir lieu en cas de momification et de macération. Ces lésions d'anoxie-épanchement séreux ou sérosanguinolents. On observe notamment de petites lésions ou nodules au niveau du foie qui sont pathognomoniques de la toxoplasmose, et ce, à l'ouverture du nouveau-né. La cavité abdominale contient un abondant liquide, d'acide et les organes présentent des lésions ulcératives et des lésions de nécrose. Pour ce qui est du diagnostic de la toxoplasmose, on commence par l'approche épidémiologique. Le diagnostic épidémiologique se base notamment sur la présence de chats qui ont pris des habitudes alimentaires près des abattoirs ou des élevages. Le diagnostic clinique consiste en l'observation d'avortements en série chez la brebis, avec des lésions sur l'avortant comme la momification et la macération. Pour confirmer le diagnostic, le laboratoire est nécessaire. Et ce diagnostic consiste en l'inoculation chez la souris d'un échantillon de l'avorton noyé dans le liquide physiologique. On peut prendre un fragment du cerveau, du foie, et on ajoute ce broyat dans un liquide physiologique couplé avec un antibiotique. Si la souris meurt, le diagnostic est positif. Le diagnostic différentiel doit se faire avec les autres maladies abortives, notamment la chlamydiose, la néosporose que l'on traitera plus tard, et la brucellose. En pratique, il existe peu de médicaments indiqués et validés pour le traitement de la toxoplasmose. On peut principalement utiliser la spiramycine à dose de 100 mg par kg par jour pendant le reste de la gestation. On peut aussi utiliser le décoquinate à dose de 2,5 mg par kg par jour, 14 semaines avant la mise bas. Il est à noter que le décoquinate n'existe pas au Maroc. On peut aussi effectuer un avortement thérapeutique si la mère risque de mourir. Enfin, pour ce qui est des mesures prophylactiques, on doit essayer de casser le cycle, notamment en éloignant les chats des abattoirs et des élevages et des restes des bovins et ovins. Voici donc pour ce qui est de la toxoplasmose.